quand je l'ai vu, je me suis dit je vais faire des vestes avec ça. Et tout le monde disait non, c'est des draps en fait. C'est comme ça que ça marche. On m'a découragée en me disant mais tu fais n'importe quoi. Les frontières elles existent parce qu'on a décidé politiquement qu'il y avait des frontières. La création n'a pas de frontières. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'MB Podcast. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sarah Morier, fondatrice de Irni Company. Bienvenue. Salut Mathéo, merci beaucoup pour l'invitation. Comment vas-tu ? Très très bien. Un peu, il a plu un peu là avant de venir. Hein. Un peu beaucoup. Donc effectivement, je viens de faire 20 minutes à pied sous la pluie. Mais voilà, ça fait partie du temps de printemps. On dit ça, hein, c'est quoi, le 20 mai ? Ouais, déjà. Ouais. Merci d'être venu en tout cas Avec pour ce plaisir. podcast. L'idée aujourd'hui, c'est de discuter un peu de ton parcours, de cette marque que tu as créée, qui est Irni Company. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, de manière générale ? Oui, alors, donc Sarah Morier, mon parcours, il est assez varié. J'ai 38 ans. J'ai commencé ma carrière comme travailleuse sociale. J'ai fait des études dans le social, mais j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai beaucoup voyagé. Okay. Voilà. Et là, ces derniers temps, ce que je faisais, c'est que j'ai travaillé en politique et je travaille actuellement pour une conseillère nationale. Donc, j'ai continué dans ce domaine qui s'appelle Jessica Jacou. Sinon, à côté de ça, j'ai voyagé. Je travaille aussi pour la prévention des violences domestiques dans le système scolaire vaudois. Okay. Donc, je dirais tant au niveau politique que aussi dans mes engagements en tant qu'indépendante, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est la femme. Voilà, c'est quelque chose de très important. Mon engagement féministe. Et je m'en cache pas, voilà. Et de facto, de fil en aiguille, on peut le dire, de voyage en voyage, j'ai toujours aimé la matière, le tissu. J'ai voulu monter ma marque de vêtements empreinte de mes valeurs et voilà. Un petit peu mon parcours. Donc, elle est née de voyage, finalement, cette marque. Elle est née, en fait, oui. En fait, j'ai fait beaucoup de voyages ces 3 dernières années. Okay. J'ai laissé tomber, en fait, mon CDI. Donc, j'étais assistante sociale à Yverdon-les-Bains. Et un jour, je me sentais étriquée dans mon quotidien, dans mon appartement. Et en fait, j'ai tout lâché. J'ai démissionné et je suis partie en voyage. Et pendant 3 ans, j'ai vécu un peu en nomade. Ouais. J'ai fait pas mal de pays. J'ai fait l'Australie, le Népal et surtout l'Inde à plusieurs reprises. Et c'est là, en fait, que j'ai vraiment eu la révélation avec le tissu. Parce que voilà, c'est un pays où il y a énormément de couleurs, énormément l'artisanat. C'est ça qui m'a plu. Et vraiment très très présent, chose qu'on a beaucoup moins ici, en tout cas en Suisse. Ailleurs en Europe, il y en a aussi de l'artisanat, mais là vraiment je suis tombée amoureuse de l'artisanat. Et surtout il y a une rencontre qui a fait que le projet est né. C'est que je suis allée dans le désert, en fait, dans le nord de l'Inde. Le Gujarat, c'est un état qui est proche de l'Afghanistan, du Pakistan, pardon. Erreur géographique, du Pakistan. Et là, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Majula et qui était une brodeuse indépendante. Et c'est très rare en Inde, en fait, qu'une femme ait son propre business et qu'il n'y ait pas des mecs, en fait, qui soient derrière. Il y a une présence sociale dans le pays. Énorme. Et elle, je la trouvais tellement libre. Et je me suis rendu compte que moi, je me disais féministe, que je pensais être une femme libre, mais en fait, je n'osais pas entreprendre. En fait, je n'osais pas me montrer, je n'osais pas créer. Enfin, je créais. Tu n'avais pas eu ce déclic avant. Voilà. Et elle, je la trouvais tellement authentique et puis tellement fière de ce qu'elle faisait et sans complexe. Justement, au milieu du désert. En plus, c'était un état quand même très traditionnel où la femme n'avait pas beaucoup d'espace. Et je me suis dit, mais si elle arrive à le faire ici, comment se fait-il que j'arrive pas, moi, à le faire dans mon propre pays, en fait ? Parce que avant ces voyages-là, tu as toujours été travailleuse sociale ou tu as fait autre chose Alors, j'ai été travailleuse sociale. Avant, j'ai commencé ma carrière dans une agence de com. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et en fait, ce que je faisais, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans l'événementiel. En fait, on faisait beaucoup dans les boutiques, des lancements. Donc, je faisais des lancements pour des cigarettes, notamment. Il y avait beaucoup de ça, de l'alcool, des vêtements. Mais c'était toujours des choses qu'on faisait en vrai. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on faisait des événements. Il y avait un contact, finalement. Voilà. C'était une agence de promotion, si on veut, et d'événementiel. Ça a complètement été bouleversé, cette manière de faire avec les réseaux sociaux. Tu le sais très bien.
toi. Donc voilà, moi j'ai commencé comme ça. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Non, après j'ai rapidement bifurqué. Hein. J'ai travaillé dans la restauration, l'hôtellerie aussi à un moment. Okay. Voilà, j'ai toujours aimé le contact avec les gens d'une manière ou d'une autre. Ouais. La diversité, en fait, c'est ça que j'adore. Rencontrer des gens de différentes cultures. Donc, c'est aussi pour ça que je travaille dans ce domaine. Et après, le travail social, il y avait ce côté aussi de faire... j'ai jamais vraiment eu le truc de vouloir travailler dans une institution. Je voulais toujours créer avec les autres quelque chose. Ça, c'est resté important pour moi. Ouais. Donc, j'ai fait animatrice socioculturelle. Et puis, voilà, dans mon quotidien, finalement, je me rendais compte que j'étais là pour assister les gens, mais qu'en fait, j'avais pas envie de faire ça. J'avais envie de faire avec. Et Irni Compagnie, Irni, ça veut dire gazelle en hindi. Et Compagnie, c'est en fait une entreprise de gazelles. Mais en fait, les gazelles en Inde, c'est un animal très, très gracieux qui vit en groupe et qui a beaucoup de force, qui a des cornes un peu qui tournent sur elles-mêmes, qui sont très originales. Et en fait, c'est un groupe de femmes qui se mettent ensemble pour créer. Donc, c'est ça un peu l'aventure Irni Compagnie. C'est un groupe de femmes, de créatrices, d'artisanes qui sont indépendantes les unes des autres, mais qui se mettent ensemble. Donc là, tu as du coup créé cette marque à ta rentrée en Suisse. Oui, il y a une année. C'est quoi le déclic qui a fait qu'en Suisse, tu t'es dit, c'est une marque de vêtements que je veux faire, c'est ces tissus que je veux utiliser, c'est cette usine que je veux utiliser et pas celle-ci? Parce que finalement, il y a aussi des valeurs qui sont propres à chacun. Comment tu as choisi toutes ces choses-là? Alors, la marque, en fait, je me suis dit, OK, je pourrais ouvrir une boutique de vêtements, avoir plusieurs marques, mais je ne pourrais jamais faire quelque chose d'unique. Ouais. Ce sera toujours indépendamment des marques, de ce qu'elles proposent. Et moi, je n'avais pas du tout envie de faire du prêt-à-porter. Très rapidement, en fait, quand je suis arrivée en Inde, ce que je me suis dit, c'est que chaque tissu avait tellement... quelque chose d'unique. Donc, si on regarde les broderies, elles ont toujours une histoire. On ne peut pas, finalement, les répéter à l'infini. C'est-à-dire que chaque pièce doit être unique. Donc, j'ai décidé 2 choses, que j'allais faire que des vestes, déjà, qui se déclinent tout au long de l'année. Bien sûr. Donc, que ce soit des vestes d'été, des vestes d'hiver et les autres saisons. Pourquoi? Parce que pour moi, la veste, c'était l'enveloppement. Voilà, je me dis de chaque femme et homme, parce que j'ai aussi des collections mixtes, a le droit d'avoir une protection pour affronter la vie, pour affronter les challenges. Et la veste, on a toujours une veste, en fait. Ouais, je vois. Même en été, si vous allez à un mariage, en cérémonie, vous allez avoir une veste. Ouais. C'est ce qui vous correspond. Donc, c'était logique pour moi de faire de la pièce unique. Donc, pour faire des pièces uniques et être dans la création, il fallait fonder une marque. Ça, c'était important. Pour moi déjà. Et la question que tu m'as posée après, c'était comment tu choisis les partenaires avec lesquels tu vas travailler? Voilà. Alors, en fait, les partenaires, c'est toujours une rencontre. Comme j'expliquais, Majula, dans le désert, ça a été une rencontre. Ensuite, j'ai rencontré des femmes aussi en Inde qui appartiennent en fait à une coopérative présente partout en Inde qui s'appelle Seva, qui travaille uniquement avec des femmes artisanes et créatrices. Donc, toute la hiérarchie aussi, ce sont des femmes, ce qui est quand même assez novateur dans un pays quand même comme l'Inde. Je dirais l'Inde, mais en même temps... je veux dire, le machisme, il n'y a pas qu'en Inde, ça, il faut quand même déconstruire ça aussi. Et donc, j'ai bossé avec eux parce qu'il y avait vraiment le feeling. Et aussi une famille d'artisans à Jaipur, aussi une question de feeling, et aussi ce qu'ils proposaient au niveau artistique, au niveau artisanal, la qualité, ça compte. Et aussi qu'il y ait des valeurs sociales, et dans le sens que l'argent va pour les artisanes et les artisans. Et aussi, il y a très peu d'intermédiaires entre deux. Voilà, et aucun. Donc, c'est vraiment la préservation de l'artisanat à l'état pur, à l'état brut. C'est ça qui est aussi très important pour moi. Donc, ça, c'est pour l'Inde. Mais après, je me suis dit, mais je ne vais pas me cantonner à l'Inde. Il faut que je trouve un lien avec la Suisse. Et là, par contre, ça a été complètement le hasard. J'ai été à une séance politique de femmes. Et là, j'ai rencontré Fatma Chabel, qui est la fondatrice et la présidente d'une association à Lausanne. Qui s'appelle l'Association des femmes musulmanes lausannoises. Et elle me dit, on a un atelier de couture, on fait plein de choses, on est là pour lutter en fait contre l'islamophobie, contre le fait de montrer qu'en fait, on peut être musulmane et puis être intégré à la société. Et c'est un atelier qui est ouvert à tout le monde. Et là, je suis allée visiter cet atelier, j'ai vu qu'il y avait des femmes de tous les pays, et des pays justement comme l'Inde, en fait, qui savaient coudre, qui savaient faire des choses, et que l'artisanat existait aussi dans notre pays, parce qu'il y a des diasporas en fait, du monde entier en Suisse. C'est ça qui est incroyable dans ce pays, c'est qu'on est un pays divers.
Cap-Vert. Et je me suis dit, il faut que je crée du lien, en fait, entre ces femmes. Entre l'Inde, la Suisse. Là, je vais partir dans une semaine au Cap-Vert. Donc, aussi dans des coopératives de femmes. Et en fait, voilà, c'est des femmes et aussi des hommes. Parce que j'ai travaillé avec un styliste aussi masculin qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Gabi Fati, qui est un ami, qui a été là aussi pour dessiner les collections avec moi. Donc, il y a aussi des hommes, mais je valorise surtout l'entrepreneuriat féminin. Donc, ça, c'est quand même la chose importante. C'est le moteur, en fait. C'est mon moteur. Donc voilà, donc après, Lausanne. Et là, c'est clair que pour moi, c'était une évidence, en fait. C'est pas que j'ai cherché des fournisseurs ou des fournisseuses, c'est que c'est venu à moi. Et en fait, moi, dans mon entreprise, je fais pas de business plan. Voilà, c'est un parti pris. On va me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je ne fais pas de business plan. Je fais aux rencontres, je vais aux opportunités. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pour l'instant, ça fonctionne quand même assez bien par rapport au fait que je suis toute jeune marque. Hein, donc, bien sûr, ouais. Et comment on fait donc là, on a les bases, donc on a les partenaires, on a les fournisseurs, on a l'idée. Comment on en vient du coup à dessiner Enfin, je ne crois pas que tu as des études de dessinatrice, styliste de vêtements. Comment tu te lances là-dedans ? Pas du tout. Effectivement, moi, je me suis dit... on me disait, mais comment tu vas faire ? Tu sais pas dessiner, t'es pas styliste, tu connais pas les matières. Effectivement, j'y connaissais pas grand-chose. Oui, ce que j'ai oublié de dire avant, c'est que j'ai aussi une partenaire syrienne qui est une styliste qui est à Lucerne, avec qui je travaille beaucoup, qui m'apprend aussi les matières et qui a aussi créé une collection avec moi qui s'appelle Transparence, avec d'anciens draps recyclés en Inde, justement, avec des techniques particulières. Elle m'apprend aussi les matières. En fait, c'est de mes rencontres, j'apprends comment ça se passe, en fait, une matière, comment est-ce qu'elle tombe. Et surtout, chaque personne dans Irni Company a son indépendance, mais a ses connaissances. C'est-à-dire que moi, je prétends pas être styliste, et je pense que je le serai sûrement jamais. Bien sûr, moi, je chine des tissus, je cherche des opportunités, je crée des contacts et des liens. Voilà, ça, c'est mon talent, on va dire, parce que je l'ai appris par mon métier de travail social. Et la personne que je suis, mon histoire personnelle. Et donc, voilà, j'ai travaillé avec un styliste, Gabi Fati. J'ai travaillé avec une styliste syrienne aussi, qui veut rester anonyme pour des questions politiques de son pays. Et donc, ces personnes-là ont des savoir-faire. Et donc, je m'entoure bien. Voilà, je m'entoure bien. Et par contre, j'ai découvert, en fait, aussi, en osant, en fait, me révéler que j'avais, en fait, pas mal de créativité. Donc, j'ai commencé à dessiner. Mal. Très mal. Mais c'est pas grave. Tant que finalement, les gens avec qui je bosse, ils arrivent à décrypter mes dessins. Du coup, j'ai commencé à dessiner et à créer ma propre collection. Voilà. Et donc, je donne aussi mes impulsions. Beaucoup. Je bosse beaucoup avec mes équipes. Et en fait, est-ce que je suis styliste ? Qu'est-ce que veut dire styliste ? J'ai pas fait d'école de mode. Alors, je me dis pas styliste, mais je crée des vêtements. Magnifique. On parle beaucoup des partenaires à l'étranger. Sans entrer dans un débat politique, c'est pas le but aujourd'hui. Est-ce qu'il y a aussi des femmes en Suisse, des femmes suisses qui t'accompagnent dans ce projet-là ? Oui, bien sûr. On parle beaucoup de projets là. Des partenaires à l'étranger. Alors là, à Lausanne, comme je disais, c'est une association qui est lausannoise. Ce sont des personnes qui... toujours on dit, voilà, la Suisse, en fait, on est... je sais pas d'où tu viens, toi, mais... Vietnam. Voilà. Moi, je suis à moitié espagnole, moitié suisse. Donc, je crois qu'en Suisse, il n'y a plus beaucoup de vrais Suisses. Il y en a, bien sûr. Mais savoir que les femmes de l'association des femmes lausannoises, les femmes musulmanes lausannoises, elles ont des origines variées. Mais il y en a qui sont suisses. Voilà. Qui ont le papier. Donc, pour moi, j'ai la production, une énorme partie de ma production qui se fait en Suisse. Il y a beaucoup de tissus qui viennent de l'étranger parce que je chine pendant mes voyages. Parce que je veux continuer à voyager. Pour moi, c'est important pour la diversité, pour ramener quelque chose aussi en Suisse parce que je trouve qu'il faut rester ouvert sur l'étranger aussi. Et donc là, je ramène des tissus et la fabrication des vestes et des bananes. J'ai aussi des sacs bananes. Donc, j'ai 2 produits pour l'instant, c'est les vestes et les bananes. Sont faites à Lausanne. Ça, c'est important de le savoir. Et donc, je ne suis pas tournée uniquement sur l'étranger, et même que très peu, finalement. Le but, c'est aussi de garder, en fait, cette perméabilité et de faire les deux. Oui, c'est pour ça que c'était à préciser, je pense, dans la discussion, pas qu'il y ait un problème à ce niveau-là. Mais c'est très bien, du coup, que ce soit produit à Lausanne. La production, on sait, en Suisse, est assez chère. En tout cas, produire des choses en Suisse. Comment on... Alors, il n'y a pas de business plan, mais comment on définit un prix sur tout le travail qui est fait
d'aller chiner, d'aller choisir des fournisseurs avec des textiles particuliers. Et à la fin, on l'a dessinée, elle est là, la veste. Comment on définit un prix ? C'est très dur. Alors, je vais pas vous mentir, moi j'ai vraiment de la peine. Okay. Ouais, c'est-à-dire que c'est une vraie galère pour moi de définir un prix, parce que je crois que la création n'a pas vraiment de prix. Justement, comme c'est une pièce unique, il s'est pas fait à je peux la vendre à 2000 balles, et je pense que ce serait OK. En fait, là actuellement, ce que j'aimerais développer surtout, c'est que les marges en fait que je donne aux artisanes sont très élevées, et puis on est quasiment à 50-50. Ok. C'est un parti pris. Ouais. Je joue plutôt sur le volume. J'espère qu'on va pouvoir créer beaucoup de pièces. Et mes pièces, elles se situent entre 150 francs, je parle des vestes là, jusqu'à à peu près 220 francs. Okay. Donc ça reste en fait un prix, je trouve correct, parce que ça pourrait être des vestes à 500 francs, ce qui se fait. Moi, je veux que ça reste accessible quand même. Et je joue pas mal sur le volume. Et après, j'ai d'autres articles sur lesquels je gagne plus de marge. Comme des gilets, des choses comme ça qui ont coûté moins cher à fabriquer. Mais voilà, j'ai plus de marge. Les bananes, elles ont un prix quand même qui est très correct aussi. C'est les bananes qui sont faites main 100% en Suisse. Alors c'est sûr qu'elles n'ont pas le prix d'une banane faite en Chine. Bien sûr, ouais. Bien sûr que non. C'est normal. On est dans des prix entre 79 et 89 francs. Donc c'est que de la matière upcyclée. Donc je joue aussi beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que la partie où je chine, c'est là aussi, en fait, tout se joue. C'est que je récupère des fins de stock, aussi des grandes marques. Donc, LVMH, aussi à Paris. Je pars souvent à Paris. J'y vais la semaine prochaine. Je vais chercher des fins de stock. Donc, ça se joue, en fait, sur la récupération. Et c'est là où le upcycling est intéressant. Non seulement, c'est des valeurs écologiques, mais aussi, c'est là-dessus qu'on peut... Et finalement, dans le dessin, vous faites avec ce que vous avez aussi en termes de matériaux. Complètement. Dans le stock, totalement. La dernière collection que j'ai sortie, qui s'appelle Transparence, parce qu'il y a des draps transparents, c'est que de la récupération. Et du coup, il faut faire avec ce qu'on a. Donc, ça pousse à la créativité, déjà, première chose. Ça va dans les valeurs, justement, éco-responsables que je veux porter aussi à travers la marque. Et en plus de ça, ça permet, en fait, de gagner quand même un bon bout sur le prix. Sur la marge, finalement, derrière. Exactement. OK. Et puis, là, on parlait de pièces uniques. Oui. Imaginons, on sait que il y a plusieurs tailles dans les vestes ou dans des choses comme ça. Imaginons que j'ai un coup de cœur sur une taille qui est trop petite. Comment on gère la frustration à ce niveau-là ? J'adore cette question. C'est vrai que la pièce unique est faite un petit peu pour quand même avoir un peu de frustration. Parce qu'on se dit, mais je la veux celle-là. Alors, peut-être que tu n'auras pas celle-là, mais tu vas trouver une autre. Parce que je dis toujours, en fait, qu'une pièce, elle va pour une personne. Là, par exemple, ce matin, j'ai une personne qui m'a dit j'aimerais cette veste parce qu'elle l'a portée, puis c'est vrai que cette veste est pour cette personne et elle ne peut pas la payer tout de suite. Donc, j'ai dit en fait, je la réserve et tu la payeras quand tu pourras parce qu'en fait, cette veste, elle est pour toi. Alors, c'est vrai que finalement, les gens disent mais tu vas louper une vente. Non, mais peut-être que oui. Mais en fait, pour moi, une veste, elle fit à quelqu'un parce que c'est sa veste. Et j'ai plein de tailles différentes, mais qui sont effectivement que pour un modèle. Et j'ai quand même beaucoup bossé avec Gabi Fati, mon pote styliste, et aussi la styliste syrienne, pour avoir des coupes en fait qui vont à tout le monde. On l'appelle la taille unique. Il y a façon de faire où on peut la porter oversize ou près du corps, mais elle fit à plusieurs morphologies. Quand mon site va sortir, on espère cette semaine ou la semaine prochaine, vous verrez mes mannequins, elles ont des morphologies très diverses. Moi, je veux vraiment garder une marque inclusive. Donc, on peut voir qu'une personne qui peut justement faire du L peut porter une de mes vestes comme une fille qui fait du S. Et ça, c'est vraiment parce que je fais des kimonos, je fais des tailles avec des coupes droites. Et c'est toute une réflexion. Derrière, pour que la taille unique, contrer ce côté unique. Ce standard. Qui soit... Ce standard aussi qui dit... Toi, tu es une fille qui porte du XS. Toi, tu es une fille qui porte du S. Ou un homme. Après, les hommes, c'est un peu différent parce que je dois travailler sur des coupes qui vont en deux. Donc, ça aussi, c'est important. Mais je veux dire, une femme, elle peut être belle avec la même veste. C'est ça que j'essaie de dire. En étant en S. Ou en L. Voilà. Je ne veux plus de discrimination de taille. Je trouve que c'est... Voilà. En fait, ma marque, j'aimerais qu'elle pousse un peu les codes, en fait. Voilà, à ce niveau-là aussi. Et donc là, on a les produits, maintenant. Il faut les vendre. Oui. Donc, il y a des points de vente, j'imagine. Alors, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui est fixe pour 2 mois. C'est un pop-up. Dans une boutique pour laquelle j'ai eu un coup de cœur absolu, qui s'appelle Bédérel, qui se trouve vers Ours.
J'arrive jamais à me retenir les adresses. C'est pas grave. Mais BDRL, retenez bien, qui est tenue par RL, une créatrice de bijoux artisanaux. Ça fait 15 ans qu'elle est là. Et je trouve que chacune de ces pièces sont uniques aussi. Et là aussi, c'est une rencontre, j'imagine? Comment? Là aussi, c'est une rencontre? C'est une rencontre. Via ma meilleure amie. Ma meilleure amie d'enfance, on s'est connus à l'âge de 10 ans. Donc ça fait longtemps qu'on se connaît, m'a dit mais écoute, moi j'ai toujours acheté mes bijoux chez RL, va voir, c'est des bijoux qui ont une âme, c'est quelqu'un qui veut vraiment apporter quelque chose, c'est pas juste des bijoux comme ça. Je dis ok, je sais pas pourquoi j'avais jamais passé le pas de cette porte, je suis quand même de la région, mais là j'y suis allée et puis là ça a été une rencontre. Elle a aussi voyagé en Inde, elle a aussi tout un projet autour, elle est aussi pour la sororité, c'est-à-dire l'entraide entre femmes, parce qu'IRNI n'existerait pas sans des opportunités comme RL, sans d'autres femmes que j'ai rencontrées qui m'ont aussi portée. Et en fait, elle m'a donné l'opportunité d'avoir un bon corner, un joli corner dans sa boutique, en collaboration avec une autre marque qui s'appelle Barakimba. Et ça aussi, c'est une rencontre sur un marché de créateurs et de créatrices. Et avec Florence, donc la fondatrice de Barakimba, on a fait des bananes. Donc des sacs bananes pour les festivals, c'est très estivaux avec du wax. Donc là, c'est aussi de la récup, donc du wax. Et elle a une marque de bijoux où elle fait des bijoux avec du wax. Et on a accordé ces bijoux avec les bananes. Le wax, c'est ce qu'on met sur les planches de surf aussi, non? C'est ça? Non, ça c'est aussi du wax, mais c'est pas celui-là. Ok, alors justement, je sais pas ce que c'est. Le tissu wax, on dit que c'est du tissu qui vient d'Afrique. Ok. Alors il y en a qui sont faits en Afrique, il y en a qui sont faits en Inde. C'est la technique du block print. Donc voilà, c'est des tissus très colorés. Je sais pas si tu as déjà vu un peu des pagnes, des choses comme ça. Du coup, oui, là, j'arrive à visualiser. Ouais. Donc c'est ça. Et souvent, il est fait aux Pays-Bas. Nous, on essaye de le récupérer. Et souvent, il est fait en Inde, celui que j'utilise, ou en Afrique. Mais j'en ai aussi des Pays-Bas, en fait. Voilà. Et elle fait de la récup. Moi, je fais de la récup. On a échangé nos wax. Et on a fait une collection 100% récup avec du denim, beaucoup, j'utilise, de récupération, et du wax. Et j'en ai fait des sacs. Et du coup, tu mixes le tout. Et ça fait un sac. Et avec ses bijoux. Comme ça, on est stylé pour aller au Paléo. Magnifique. Si on a des billets. Si on a des billets. Souvent, c'est ça le problème. Mais il y a d'autres festivals qui sont hyper stylés, qui sont plus petits aussi. C'est clair. Voilà. Donc ou Montreux. Voilà, Montreux. Voyons. Donc, c'est ça. Au niveau de l'histoire, parce qu'en fait, dans un vêtement comme ce que tu fais, il y a toujours une histoire de raconter. Je l'ai trouvé en Inde, ce tissu-là, où je l'ai trouvé au Cap-Vert, là où tu vas aller dans quelques semaines. Comment une boutique en pop-up, est-ce que tu es sur place toi pour la boutique, ou bien comment tu transmets l'émotion ou l'histoire derrière chaque vêtement pour que la personne qui va l'expliquer aux gens qui passent la porte puisse avoir la plus rationnelle possible et la plus juste possible finalement? Quand on l'a pas vécu, en fait. Tout à fait, parce que c'est vrai que c'est une excellente question. Tu as des très bonnes questions, je trouve, Mathéo. Effectivement, alors souvent, je fais des marchés aussi où je suis sur mon stand. Okay. Je suis sur mon stand. Et là, du coup, le contact se fait. Je raconte toute l'histoire des pièces. Voilà, j'y reviendrai tout à l'heure. Ou sinon, là, RL, donc, qui vend aussi ses bijoux dans son propre magasin, elle a aussi une vendeuse. Et j'ai fait une liste avec l'histoire de chaque veste. Ok. Donc voilà, elle a l'histoire de chaque veste. Elle va la raconter pour moi. Je lui fais entièrement confiance. Et surtout, mon site, j'en ai parlé tout à l'heure, va sortir dans la semaine ou la semaine prochaine. Et là, il sera en mode catalogue pendant toute la durée du pop-up parce que j'ai qu'un stock. Et donc, c'est marqué en grand, allez chez BDRL. Et par contre, il est en mode catalogue, donc chaque pièce a son histoire. Donc, les gens ne pourront pas acheter sur le site? Non. Ils devront se déplacer? Oui. Mais ils ont l'histoire. Tu augmentes la frustration, du coup. On augmente la frustration. Il faut les gens m'écrivent. Je la veux, celle-là. L'autre fois, j'ai quelqu'un qui est venu même m'acheter chez moi parce que j'ai un petit appartelier avec mon coloc qui est styliste, qui est mon ami Gabi Fati. Et les gens, ils sont venus, ils viennent la chercher, quoi. Donc, je me dis, quand on veut quelque chose... On se déplace. Je crois pas qu'on fait les choses parce que c'est facile. Ouais. Alors ça va totalement à l'encontre de la fast fashion. Mais comme moi, totalement. Je suis à l'opposé. Moi, je fais les choses parce que justement, on les veut, on les aime. C'est un mouvement du cœur, en fait. Et quand on crée ces vestes, il y a un mouvement, il y a de l'âme. Donc voilà, je vais à l'opposé de la fast fashion, en fait. Effectivement. Alors justement, on parle de cette fast fashion où c'est presque tous les 3 semaines, tous les 3 semaines à 2 mois, presque les collections changent.
Tout le temps. Enfin, c'est infernal à ce niveau-là. Comment on peut se dire, par exemple, qu'une veste qui reste là depuis, je sais pas, 6 mois, on se dit que ça fait partie de l'ancienne collection, alors que derrière, on a des autres idées, on a des autres inspirations, parce que j'imagine que tu vas rentrer du Cap-Vert, tu vas dire « j'ai vu ça et je veux ça », sûrement. Comment on se dit « ça, c'est devenu un peu passé ». Mais pourtant, elle a quand même une âme, cette veste. Elle ne peut pas juste rester dans une armoire fermée, finalement. Alors, c'est peut-être un pari, hein, peut-être que je me plante, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que vu qu'on travaille que des techniques ancestrales, donc je veux dire, c'est ancestral, ça porte son nom, qui se transmettent de génération en génération, il y a quelque chose vraiment en lien avec l'héritage, le patrimoine, le savoir-faire. C'est quelque chose qui, pour moi, ne meurt jamais. C'est des pièces uniques, intemporelles, donc qui ont une histoire, qui ont des motifs. Très particulier d'ailleurs. Bon, je porte pas du Yanni Compagnie, mais je porte une marque brésilienne justement qui a fait le même pari que moi, qui a très bien réussi. Et en fait, je pense que si on fait quelque chose, alors bien sûr, je suis imprégnée des trends, surtout dans mes coupes. En fait, elles ont un côté urbain, elles ont un côté qui... Et moins du coup dans le visuel, mais plutôt dans le... alors le visuel, il reste quand même... bien sûr, il y a des tendances, les couleurs. Je suis les tendances, je vais à des salons de mode, je suis les couleurs. Donc, c'est des choses qui vont évoluer, bien sûr, avec la marque. Mais ça reste quand même des pièces, je pense, assez intemporelles. Et c'est ça aussi, c'est que finalement, tout va tellement vite qu'on n'arrive même plus à capter les tendances. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, en tout cas, moi, mon parti pris, c'est n'essaie même plus de capter les tendances, en fait. Essaye de faire quelque chose qui est justement, qui vient de l'intérieur et où tu te dis, mais là, il y a une histoire et ça parle. Par exemple, là, j'étais à Martigny, j'ai fait un marché, j'ai une personne qui a mis ma veste et qui s'est mis à pleurer. J'étais là, ok, c'est très bizarre. C'est très spécial ce qui est en train de se passer. Et finalement, on discute. Je raconte l'histoire de la veste. C'est une veste qui avait des broderies que j'avais chinées en Crète. Et en même temps, il y avait du dénin recyclé et un drap indien en transparence de Jaipur. Et là, je vois que sa mère était en Inde, est décédée, mais faisait la même chose que moi, ramenait des bijoux, était très attachée à l'Inde. Il y a toute une histoire, en fait. Et voilà, cette veste, pour elle, elle était intemporelle. Il y avait quelque chose où, bien sûr, ça lui allait super bien, et puis qu'elle était super belle dans cette veste. Mais en plus de ça, il y avait une histoire. Donc... je sais pas, il y a quand même des choses où finalement, si une broderie, elle est ancestrale, on la trouvait belle il y a 200 ans, on va la trouver belle encore aujourd'hui. Là, j'ai des broderies et des matériaux que j'ai chinés qui ont plus de 60 ans. Donc, il y a aussi un côté vintage. Et donc, il y a 60 ans, on les trouvait beaux et belles. Et aujourd'hui, on les trouve aussi beaux et belles. Je veux dire, voilà. Et là, je vois qu'il y a aussi, au-delà de l'ouverture que tu as de manière générale avec ta marque, tu as aussi une ouverture sur tous les pays que tu visites. Tu parles de Grèce, tu me parles d'Inde, tu parles du Cap-Vert. Souvent, les marques prennent une position en se disant on veut inspiration Mykonos ou inspiration Santorin avec des couleurs particulières, avec des shootings particuliers. Comment toi tu arrives à mélanger plein de cultures dans un seul vêtement qui en fait, quel est le lien en fait qui relie tout ça? Ouais, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que moi, je fais pas des shootings. Là, j'ai pas fait un shooting, par exemple, pour ma dernière collection à Santorin, avec une ambiance Santorin. Non, je vais rester dans un truc très urbain, parce que justement, ça s'inscrit quand même... je les vends, mes vestes, plutôt dans un côté urbain. C'est des vestes qu'on peut mettre tous les jours, ou, comme je disais, en mariage, ou comme ça. Mais ça reste des pièces, même si le tissu a 60 ans, il faut qu'on puisse le porter aujourd'hui. C'est ça. Donc, il y a un côté urbain qui est aussi important dans ma marque. Mais moi, ce que je vends, c'est l'ubiquité, c'est-à-dire qu'en fait, on est ici, on est là, les frontières, elles existent parce qu'on a décidé politiquement qu'il y avait des frontières, mais je pense que la création n'a pas de frontières, en fait. Et ça, c'est important de le dire. Donc, j'ai pas des inspirations d'un pays ou d'un autre, c'est que je trouve qu'il y a des choses magnifiques dans chaque pays, et j'essaie de ressortir la perle et de la faire en sorte de montrer que ça va. Et ce qui est étonnant avec un autre pays, c'est que si vous prenez certains tissages du Cap-Vert avec l'Inde, il y a des choses très similaires. Parce qu'à l'époque, les gens, quand ils faisaient du marchandage, quand ils faisaient du commerce, les tissus, en fait, voyageaient énormément, en fait. Et les inspirations voyagent aussi, en fait. C'est pas quelque chose de fermé, la culture. Je suis très dans le transculturel. C'est-à-dire, on est à quelque part, on est imprégné, mais on échange, en fait. On évolue ensemble. Et ça, c'est important, parce qu'on me dit, ouais, mais est-ce que tu fais pas un peu d'appropriation culturelle ?
C'est vrai que c'est très, très borderline. Hein. Ouais. Faut faire attention, hein, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête. Et je me dis que non, parce que finalement, en Suisse, je bosse avec un atelier où il y a des femmes du monde entier qui sont empreintes en fait des cultures, des tissus que je ramène. Donc, il se passe quelque chose aussi à ce niveau-là. Ouais. Et puis, comme c'est tout un mélange, et que moi, j'ai vraiment... Voilà, ça, c'est ma façon de voir les choses. Je parle de transculturel, je ne pense pas qu'il y a de frontières, même si tous les jours, on nous le rappelle, en fait, qu'il y a des frontières, hein. Sinon, les gens ne seraient pas en train de crever à Gaza. C'est clair. Mais justement, c'est transcender ça par le vêtement. Moi, je pense que c'est ça que la mode, elle apporte. C'est pas juste se la péter pour avoir un vêtement qui est beau. Oui, c'est clair, on veut être beau, on veut représenter quelque chose. Ouais. Mais c'est aussi se dire que finalement, la beauté, c'est international et qu'il n'y a pas de frontières. Ok, ouais, je comprends. Et au niveau du dessin, finalement, imagine, tu as une feuille blanche, tu as voyagé 4 fois, 5 fois, tu as cette partie-là qui est dans ton stock, un autre tissu qui a 20 ans, un autre qui en a 60. Par où tu commences? Moi, j'ai un peu des fois des moments, des fulgurances. Ok. Voilà, par exemple, si je parle de la collection Transparence qui a été faite avec des draps chinés en Inde, quand j'ai acheté ces draps, je me souviens très bien, ils étaient à bas prix parce que justement, ils étaient presque neufs. C'était un fin de stock, en fait, chez un fournisseur, qui s'était fait en applique work. C'est une technique traditionnelle indienne de superposition de tissus, en fait. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais faire des vestes avec ça. Et tout le monde me disait, non, c'est des draps, en fait. Il faut les vendre en tant que draps. C'est comme ça que ça marche. Tout le monde m'a découragée en me disant, mais tu fais n'importe quoi. C'était complètement hors code, quoi. Et moi, je dis, non, je vais en faire des vestes. Okay. Et pourquoi ? Parce que j'ai repensé à quand j'étais petite, ma grand-mère, donc moi je suis d'origine moitié espagnole, moitié suisse, mais en Espagne encore, on faisait longtemps les lits avec des draps. Okay. Et ça se fait encore beaucoup dans le sud. Ouais. Maintenant, on a beaucoup de duvets plutôt ici dans les pays du Nord. Voilà. Sûr, ouais. Et donc, moi j'adorais, quand je sortais de la douche, aller me mettre dans les draps de ma grand-mère et m'enrouler. Et je me sentais hyper bien, ça sentait le propre, et c'était protecteur. Ouais. Je me suis dit, je vais faire une collection d'été où finalement... Ça rappelle ce souvenir-là. Voilà, juste ça t'effleure, ça t'oppresse pas, mais ça te protège. Ouais. Et vraiment, voilà, c'est venu comme ça. Et j'ai fait cette collection et les gens ont kiffé, j'ai presque tout vendu. Incroyable. Donc, voilà. Donc c'est assez cool. Et je raconte cette histoire. Et effectivement, c'est vraiment la veste d'été où tu te dis, je veux juste un petit truc sur les épaules qui claque, tout en transparence, tout en légèreté, où tu te sens protégé, mais pas étouffé. Ouais. Voilà. On va aller sur un sujet plutôt entrepreneurial. D'accord. Imagine, Irni Compagnie fonctionne super bien. On est 1 an, 2 ans plus tard. Tu dois engager ton ou ta première collaboratrice. Comment ça fonctionne, le recrutement dans ce type de société ? Je sais pas. non, mais il faut rester humble. Moi, je me suis jamais vraiment vue entrepreneuse. Okay. Voilà, j'ai travaillé comme travailleuse sociale, comme tu le sais. J'ai travaillé en politique aussi, donc ça reste, c'est pas de l'entrepreneuriat. Après, j'ai travaillé dans la fonction publique aussi pour une ville. Mais voilà, j'ai fait tout un chemin et je le fais encore, ce chemin, pour imaginer, justement, d'abord, c'était difficile d'imaginer que j'allais vendre des choses. Ouais. Donc, il a fallu se mettre dans cette dynamique. Ouais. Et je pense que là, ce sera une nouvelle dynamique de se dire qu'on est légitime pour engager des gens aussi et qu'on fait confiance, qu'on se fait confiance, qu'on veut faire quelque chose ensemble. Donc, voilà, je rêve de ça, effectivement. Ouais. Et je pense, dans ma manière de fonctionner, que ce sera comme une rencontre aussi, de nouveau, et quelqu'un qui va devenir... je pense que je cherche des personnes qui sont complémentaires. Ouais. Parce qu'Irni Compagnie, comme je disais, on est un groupe, on est indépendante, on a tout un savoir-faire, ou des hommes aussi, hein, parce que j'ai un graphiste masculin, j'ai un styliste masculin aussi, hein, mais les créatrices sont souvent féminines. On est très complémentaires. Okay. On n'est pas de la même culture, on n'a pas les mêmes savoir-faire, on n'a même pas les mêmes façons de penser, et c'est que la complémentarité qui amène. Donc, si moi, aujourd'hui, j'aimerais avoir quelqu'un à mes côtés, notamment un ou une partenaire, je pense que c'est important parce que je ne sais pas tout faire. Ouais, bien sûr, je ne sais vraiment pas tout faire, et même loin de là. C'est que parce que je suis entourée de gens que j'y arrive, et j'aimerais quelqu'un de très complémentaire à moi, et je pense que cette complémentarité, elle va se faire. Ouais. Et après, je crois que ça va être un flow.
Ouais. Vraiment. Je ne l'ai pas encore trouvé. Hein. Ok. Avis, si quelqu'un veut me rejoindre. On verra. C'est vrai que là, aujourd'hui, l'entreprise est organisée comme un consensus de plein de créateurs indépendants. Oui, c'est ça. Il y aura, tu penses, cette volonté de créer, soit d'être sur ce consensus, où tu pourrais avoir plein de choses en dessous, qui seraient sous Irni Compagnie, finalement, ou plutôt de se dire, en fait, on va rester un consensus et on sera plutôt à s'aider mutuellement et on va pas rester petit, mais évidemment plus local. Il faut voir aussi en fonction du nombre de personnes. On est une personne, on peut difficilement attaquer un marché qui est gigantesque parce qu'on ne peut pas être de partout, c'est normal. Ça, c'est sûr. C'est quoi un peu la vision que tu aurais là-dessus ? Alors moi, j'ai une vision qui finalement était petite au début et puis maintenant, je la vois de plus en plus grande. Ok. J'essaie de voir grand. En plus, on est en Suisse, donc c'est toujours difficile de voir grand en Suisse dans la mode. On se dit, mais en fait, on est minuscule. Et c'est pour ça que le côté international, il doit rester. Mais en même temps, j'ai envie que ça reste une marque suisse. Je vais montrer qu'on peut avoir de l'audace en Suisse. C'est possible de le faire. Et qu'on peut s'ouvrir sur l'extérieur, ne pas avoir peur. Et finalement, je pense qu'il y a des gens qui aiment se saper quand même en Suisse, donc c'est important. Voilà. La semaine prochaine, je pars à Paris. Je vais voir un atelier qui s'appelle Awa, qui a été monté par une styliste sénégalaise qui travaille avec des migrants et migrantes, surtout des femmes, qui ont des savoir-faire aussi dans la couture. Elle a fait, le pari de faire son propre atelier. Donc, c'est quelque chose qui m'inspire. Donc, je vais regarder. Voilà, justement, je vais voir, je vais rencontrer. C'est un atelier qui traîne en Suisse, je sais pas. Éventuellement, je pense que oui. Là, je travaille avec les femmes musulmanes lausannoises qui, elles, ont leur atelier indépendant qui se développe. Et je trouve que c'est très pratique parce qu'elles le gèrent à leur façon. Et puis, finalement, elles apportent énormément. Mais pourquoi pas, dans l'avenir, avoir un atelier ? Je ne sais pas. Je parlais tout à l'heure de la marque brésilienne que je porte, qui s'appelle Farm Rio, qui a commencé dans les favelas au Brésil. J'aime beaucoup cette marque. Elle a commencé, c'était 2 personnes, c'était une femme et un homme qui allaient sur les marchés, comme moi je le fais aujourd'hui et comme d'autres marques le font, et qui ont petit à petit grandi. Elle a commencé en 1997 et elle est seulement vendue à l'international depuis 2019. Donc, long chemin. Mais aujourd'hui, les ateliers de cette marque sont dans des favelas au Brésil. Donc, c'est une marque internationale, mais elle a gardé l'identité locale. Et ça, je trouve magnifique. Enfin, moi, je porte une de leurs robes, j'adore ce qu'ils font. Et en même temps, ça m'inspire. Je suis inspirée par ce genre de marque, en fait. Est-ce que tu préférais garder un volume plus petit et du coup augmenter tes prix ? Je pense, oui, plutôt. Ou augmenter un volume et garder les vêtements accessibles. Ah oui, non, je te dis l'inverse avant. Non, en fait, soit on garde un gros volume, vu que l'entreprise va grandir. Donc, soit on fait plus de volume, et du coup, on peut adresser à plus de gens à un prix plus bas. Ou réserver finalement à un vêtement de luxe. Et du coup, on est sur des prix beaucoup plus chers. Mais du coup, réservé à une élite. Voilà. Disons les choses clairement à une élite. Je pense que, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je vais jouer plus sur le volume, tout en gardant de la pièce unique. C'est très contradictoire. Mais c'est possible de le faire. C'est vrai que Farm Rio est devenu maintenant du prêt-à-porter, donc la marque que je porte. Il y aura peut-être un virage qui va se faire. Il ne faut pas se limiter et dire non. Le prêt-à-porter, ça dépend comment on le fait aussi. Si on garde l'éthique, si on garde le côté artisanal derrière, parce que c'est possible de le faire, à mon avis. Donc, est-ce qu'on ne sera pas quelque chose d'hybride ? Il peut y avoir des collections. C'est ça, en fait. Comme Transparence, qui est une collection plus chère que les autres, que celle que je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il y a toute une démarche derrière, et c'est une collection qui a pris du temps et de l'investissement. Et donc, c'est une collection capsule qui peut garder cette identité artisanale et très pièce unique. Et après, on peut décliner peut-être des choses plus prêtes à porter, peut-être, éventuellement, pour garder quand même une certaine accessibilité, tout en ayant une gamme de luxe. Et ça, il y a beaucoup de marques qui le font. Et moi, je pense que je vais plutôt partir là-dessus. Je veux rester accessible. C'est intéressant parce que souvent, quand on a une petite marque comme ça, on est tellement focalisé sur les valeurs qu'on oublie que derrière, il y a des factures à payer, que finalement, il y a des marges à garder pour payer les fournisseurs, qu'il y a une répercussion partout. Et on ne veut pas non plus s'adresser à une élite parce que c'est contraire à nos valeurs. C'est ça. Donc, il faut trouver le juste milieu. Juste milieu. Mais je pense que là, en effet, du coup, avec ta réponse, tu as déjà une idée. J'ai un peu une idée. De comment tu veux faire par la suite. Imagine, tu as une baguette magique là. Dans 5 ans, tu la vois où Qu'est-ce que Irni Compagnie a fait en 5 ans ? Est-ce que tu as des objectifs ? Je ne sais pas,
Cannes. On parle de Cannes parce que c'est pile dans le week-end qui a eu le week-end dernier. Est-ce qu'il y a des choses comme ça où tu te dis ce serait incroyable que Irni Company puisse vivre ce type de moment? Ah bah complètement, complètement. Je pense que justement, en gardant ces valeurs, ça veut pas dire que si on a ces valeurs-là on veut pas vendre à des gens qui ont de l'argent ou qui sont sur le devant de la scène, parce qu'ils transmettent aussi des messages. Ouais. Et c'est important. En fait, moi, je rêverais finalement qu'une actrice ou un acteur puisse porter une de mes vestes, une pièce unique, et aussi dire que c'est possible de faire du sur-mesure avec Irni Company. Ouais. Donc là, on avait une commande il n'y a pas longtemps d'un kimono d'exception, avec un tissu d'exception qui venait justement du Gujarat, du nord de l'Inde, très cher parce qu'il était chiné, enfin il est vintage, il est vieux, et en même temps unique. Et là, les prix, ils augmentent. Donc ça, on a aussi ce catalogue-là. Donc oui, on pourrait imaginer faire une pièce unique sur mesure pour Cannes, pour la Fashion Week. Évidemment, j'aimerais beaucoup pouvoir m'ouvrir à ça. Ouais. Alors là, c'est vrai que je vais à Paris la semaine prochaine, j'ai des contacts. Ouais. J'ai une amie qui travaille dans un atelier de broderie pour le groupe LVMH. Okay. Elle a beaucoup été dans les communautés au Mexique. Et voilà, aujourd'hui, elle travaille dans cet atelier indépendant, mais elle travaille pour des grandes marques. Un gros groupe, ouais. Donc voilà, c'est des gens qui m'inspirent et j'essaie de trouver en fait dans tout ça ma ligne à moi en fait. Donc je suis encore dans l'étape de tâtonnement, la recherche de tâtonnement et je me ferme pas d'opportunités. Je reste ouverte, mais je veux rester aussi qui je suis et fidèle quand même à mes valeurs. Ça reste très important. Okay. J'espère tenir mon engagement. Ouais. Et du coup, dans 5 ans, tu l'imagines comment ? Alors, j'imagine que j'aurai plusieurs points de vente. Okay. J'aimerais bien avoir... En Suisse uniquement ou aussi à l'étranger ? À l'étranger aussi, okay. Ouais. J'ai conscience de la concurrence, en tout cas en France, en Espagne, des pays qui aiment beaucoup mon style aussi, parce que j'ai un style particulier, quand même assez beau, chic, comme ça. Mais j'espère que la Suisse va s'ouvrir aux couleurs. Okay. Donc j'aimerais quand même avoir beaucoup de points de vente en Suisse parce que je trouve des fois on est un petit peu trop... Sous forme de partenaire ou sous forme de boutique physique au nom de Irni Company Il pourrait y avoir des boutiques Irni Company, comme Farm Rio l'a fait finalement, la marque dont je parlais tout à l'heure, donc ce serait tout à fait possible. Pourquoi pas ? Alors je suis assez réaliste quand même, d'abord les corners c'est quand même bien d'en avoir, mais sur des plus longues durées, là pour l'instant j'ai des pop-up. Donc d'avoir une présence un peu partout. Je me vois développer des nouveaux partenariats, continuer à voyager. J'ai besoin de ça. Et je pense vraiment que c'est important que finalement de revenir toujours quand même en Suisse. Pourquoi ? Parce que ça ouvre les mentalités. On est un pays international, mais des fois je trouve qu'on est un peu cloisonné. On a un peu un îlot comme ça, on appartient à l'Europe, non, voilà. Donc, continuer cette ouverture. Donc, je veux garder mon lien avec la Suisse, mais je n'exclus pas d'aller dans d'autres pays et de développer la marque, de la décliner. Donc, voilà, dans 5 ans, c'est difficile de s'imaginer. Souvent, on pose cette question à un entretien d'embauche. Je réponds toujours que la vie est pleine de surprises. Ouais. Si on m'avait demandé il y a 10 ans comment je me voyais, c'était pas du tout comme ça. Donc, je me laisse surprendre et j'ouvre les portes et je reste confiante de me dire que ça va se développer dans la bonne direction. Ouais. Notamment à un ou une future associée. J'aimerais bien. Ou rencontre. J'aimerais bien et j'aimerais beaucoup faire des garden parties. Alors ça, c'est un truc qui m'amuse beaucoup. J'aimerais... Donc là, on reprend en fait ton premier job qui est l'événementiel. Ouais, voilà, moi j'adore l'événementiel. Début, en fait, sur cette marque, je veux continuer l'événementiel. Il y a une marque indienne qui m'a beaucoup inspirée qui s'appelle Jody. Qui se vend beaucoup aux États-Unis et aux Émirats et en Inde, mais pas en Europe du tout, et qui fait des garden parties dans des beaux endroits avec une belle déco et qui va très bien avec la marque, et les gens viennent en fait profiter d'un moment où il y a d'autres créateurs qui peuvent être là, où on essaye des pratiques, ça peut être du yoga, du chamanisme, peu importe. Je suis quelqu'un de très connecté, donc j'ai aussi cet attrait, et on vient aussi découvrir la marque. Et ça, j'aimerais bien faire ça en Suisse et ailleurs. Sous forme d'atelier ou after work. Voilà, exactement. Plutôt des week-ends découvertes, avec aussi des thérapeutes, avec ça peut être des facialistes, avec des choses qui sont d'actualité. Et on vient vraiment se faire plaisir entre meufs, ou voilà, parce qu'on a un enterrement de vie de jeune fille. Donc ça, j'ai vraiment envie de développer. Voilà. L'événementiel reste important dans ma marque. Donc, quand tu disais dans 5 ans comment je me vois, je vois que en fait, c'est une marque vivante où on peut expérimenter. Il n'y a pas de limite. Voilà. Moi, je vois la vie comme une grande expérience.
ma vie a été faite de plein d'expériences, de plein d'aventures, de plein de voyages. Ben, il faut que ma marque, elle soit elle pareille. Vit aussi par rapport à ça. Exactement. Pas figée. Ouais, je comprends. Écoute, ça fait 45 minutes, 1 heure. Déjà qu'on parle. On parle. Bah, je pensais que j'allais te poser des questions, moi aussi. Bah non, mais ce sera en off. Exactement. C'était un plaisir de t'accueillir ici. Bah, merci en tout cas pour cette opportunité. Merci pour ton temps. Avec plaisir, et merci à puis toi. je vous mettrai, j'espère, la boutique qui sera ouverte au moment de la sortie du podcast. On fera en sorte. Tous les réseaux sociaux. Oui. Et puis, n'hésitez pas à la suivre, à découvrir la marque. Je suis sur Insta si jamais. Parfait. J'ai que ce réseau social pour l'instant. Voilà. Peut-être LinkedIn plus tard. Ouais. En tout cas, merci d'avoir regardé ce podcast. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao. Bye.